L'heure des comptes est arrivée. Le gouvernement espère que tous les budgets 2025 seront votés avant la fin du mois, sous le regard de la Cour des comptes, avec à sa tête Pierre Moscovici, qui a été dans le passé ministre de l'économie et des finances. Il est donc bien placé pour savoir que ce n'est pas un exercice facile, surtout quand il n'y a pas de majorité stable. Mais aujourd'hui, sa mission est de veiller à ce que l'argent public soit bien utilisé. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, est l'invité de LCP, l'indice politique de ce lundi 10 février sur LCP. Bonsoir et merci de votre fidélité à LCP. Bonsoir Pierre Moscovici, bonsoir. Merci d'être sur le plateau ce soir. Je ne serai pas tout seul à vous interroger. Il y a mes confrères et consoeurs juste en face de vous que je vous présente. Thierry Fabre de Challenge, bonsoir Thierry. Bonsoir Julie-Marie Lecomte de France Info. Bonsoir Clément Méric de LCP. Bonsoir. Et Hugo Couturier, bonsoir Hugo, qui anime Hugo au perchoir, qui relaie vos commentaires, vos questions. Vous le connaissez déjà ? Oui. Tant mieux. Il est venu faire un Twitch à la Cour des comptes. Bien. Et via, cette fois, la chaîne Twitch LCP Assemblée nationale, vous allez remonter tous les commentaires, les remarques qui s'adressent à Pierre Moscovici. Et avec vous, Pierre Moscovici, on va parler des retraites, parce que là, c'est vraiment le cœur de votre actualité. Dans une semaine et demie, vous allez devoir rendre la conclusion de la Cour des comptes sur le coût des systèmes de retraite. On parlera aussi, avec l'invité qui nous rejoindra, de l'industrialisation de la France. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il ne faut peut-être pas oublier aussi que pour l'instant, il faut faire vivre aussi l'économie française et ça doit passer peut-être par l'industrie. Notre invité, Anaïs Voï-Gillis, géographe, auteur de Pour une révolution industrielle, viendra débattre face à vous tout à l'heure. La France, donc, à l'heure de l'intelligence artificielle. Paris accueille des dirigeants politiques du monde entier et des patrons de la tech jusqu'à demain pour un sommet international sur l'intelligence artificielle. La technologie de l'IA est en train de bouleverser le monde. Près de 1500 participants sont présents jusqu'à demain au Grand Palais. Hier, Emmanuel Macron a indiqué que des entreprises françaises vont investir 109 milliards d'euros dans les prochaines années. L'Europe et avec le Canada va accélérer, la France va accélérer. Et donc, pour nous, la France, 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Qu'est-ce que c'est ? C'est exactement l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate, c'est 500 milliards. C'est le même rapport. Pierre Moscovici, ça fait rêver. 109 milliards, on se demande même d'où ils viennent, mais c'est d'investissement privé. Ce n'est pas les entreprises françaises uniquement, on y même peut-être principalement, puisque c'est pour 30 à 50 milliards d'euros, si j'ai bien compris, des entreprises des Émirats arabes unis, des entreprises canadiennes, un fonds canadien, et puis le reste est à voir. En toute hypothèse, ça montre une chose, c'est qu'en effet, la France et l'Europe n'ont pas perdu par avance cette grande bataille de l'IA. Pour l'instant, nous ne sommes pas positionnés comme des leaders, mais rien n'est perdu. D'abord, nous avons un territoire attractif. Ensuite, nous avons des capacités d'abord intellectuelles, des ressources, des belles entreprises qui peuvent se développer. Mais ça pose une question de souveraineté. Parce que quand vous dites les Émirats arabes unis qui viennent investir ici, avec des données, nos données par exemple, il y a un problème de souveraineté. Oui, mais ce qui compte avant tout, je pense, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire le tri de ces 109 milliards d'euros, c'est comment l'Europe elle-même va pouvoir se positionner. D'abord, il faut que la France se positionne elle-même, sans doute comme étant un leader en Europe, mais si on veut être capable d'être présent dans le monde, notamment avec les industries de semi-conducteurs et autres, il faut le faire ensemble. Et donc, premier étage de la fusée, faire en sorte que la France prenne toute sa place. Deuxième temps, le temps européen, parce que c'est une compétition mondiale, dans laquelle nous avons encore une fois des atouts. Nous avons une main-d'œuvre formée, nous avons des ingénieurs, nous avons des scientifiques. Et le rôle de l'Europe, il doit aller au-delà de la technologie. Ça doit être aussi pour favoriser une intelligence artificielle, j'allais dire, morale, pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui circule, que les données soient bien encadrées. Bien sûr, mais il y a deux enjeux. C'est ça le rôle de l'Europe ? Il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu éthique et il y a l'enjeu industriel. L'enjeu éthique, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi et que tout ça doit être régulé. Ça ne peut pas être de l'IA à la Elon Musk. Les avantages... Alors, Elon Musk, ce n'est pas exactement l'IA, ce sont des réseaux sociaux. Pour donner une idée. Mais c'est pour donner une idée. Et les réseaux sociaux aussi doivent être régulés. Nous posons tous, je crois, plus ou moins, la question de savoir, par exemple, s'il faut rester sur X ou pas. Moi, je me la pose presque tous les jours. Que c'est un robinet, un sanité, un pour l'instant, vous y restez ? Oui, j'y reste pour le moment parce que c'est aussi un moyen d'information, d'en émettre et d'en recevoir. Mais ce que je souhaite, en effet, c'est que l'Europe prenne sa place. Et c'est le parallèle avec l'IA. Pour réguler les réseaux sociaux, ensemble, réguler X, c'est deux démarches
parallèles, mais qui finissent par converger, si je veux dire des parallèles convergentes. Il est important qu'il y ait une régulation européenne. Mais l'Europe ne peut pas être uniquement un endroit où nous avons des règles, là où les autres sont dans la jungle du marché. Nous devons aussi prendre notre juste part et notre part d'investissement. Alors, parce que si on se contente de dire « ouais, on est plus moraux que les autres, on est plus... » Prenons le parallèle, encore une fois, que les réseaux sociaux, ils parlent peut-être beaucoup à certaines personnes. Si on n'a pas un réseau alternatif à X, alors à ce moment-là, c'est sympathique de quitter X, c'est vertueux, mais c'est aussi se priver de l'accès à l'information. Juste une chose. Encore une fois, à la fois montante et descendante. L'intelligence artificielle, ça permet plein de choses. Est-ce que ça pourrait vous aider à la Cour des comptes? Mais ça nous aide déjà, imaginez-vous. D'abord, nous nous en servons beaucoup dans nos contrôles. Ça, je ne savais pas, franchement. Oui, beaucoup. Nous avons recruté une vingtaine de data scientists, parce qu'on manie des données en masse. On se sert de l'intelligence artificielle. Nous sommes en train d'élaborer notre propre système d'intelligence artificielle, parce qu'il y a un certain nombre de données qu'on ne peut pas comme ça laisser justement dans la nature ou soumettre à des sous-traitants. Donc l'IA ne remet pas en cause la Cour des comptes, au contraire, vous allez embaucher. Et deuxième, c'est pas une question d'embaucher, c'est qu'on ne peut pas faire des contrôles sans l'IA. Alors ça va modifier nos métiers, il y a un certain nombre de choses, de traitement de données, même de rédaction, qui vont être modifiées. Ça va s'amplifier. Oui, bien sûr, il y a des métiers qui vont changer, sans aucun doute. Les greffes, par exemple, on pourra aussi faire des résumés, enfin, c'est beaucoup plus simple. Et très rapidement, est-ce que ça pourrait permettre à la Cour des comptes de suivre les dépenses publiques en temps réel? La deuxième chose que nous faisons, c'est que nous contrôlons aussi l'usage de l'intelligence artificielle dans l'administration. Nous avons regardé ce qu'était la stratégie de recherche en matière d'intelligence artificielle française, nous avons fait un rapport et nous regardons aussi comment est utilisée l'intelligence artificielle dans le ministère. Et alors, quelles sont les conclusions? Oh ben, elles sont variées. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des dérives? Mais par rapport sur notre stratégie, c'est que nous devons faire preuve d'ambition. Est-ce qu'il y a des dérives déjà de l'intelligence artificielle dans l'administration? Probablement, mais ce n'est pas tellement ça que nous avons établi. Nous avons surtout cherché à voir quelle était déjà la proportion d'utilisation de l'intelligence artificielle et comment on pouvait développer l'intelligence artificielle. Pourquoi? Pour faire des économies à l'arrivée? Non, ce n'est pas l'objectif. C'est simplement que c'est une révolution technologique dont on ne peut pas se passer. Donc vous dites qu'il faut que l'administration se mette à l'IA? On va tous s'y mettre. Mais il faut. On va le faire. Après, ça pose des tas de problèmes. Ça pose des problèmes éthiques, on l'a vu. Ça pose des problèmes existentiels. Est-ce que l'IA, au fond, est appelée à remplacer l'humain? Comment est-ce que l'humain se confronte à l'intelligence artificielle? La réponse est non. Ma réponse est non, ça ne remplace pas l'humain, mais se confronter, oui. C'est-à-dire que si vous avez, moi j'ai déjà eu accès à ça, des informations plus importantes que les vôtres, obtenues plus rapidement, avec en plus une tournure humaine, parce que le chatbot vous répond aussi des choses que vous avez envie d'entendre. Tout ça, ça pose des questions éthiques absolument fondamentales. Bon, mais ce n'était pas le sujet de nos rapports. En tout cas, nous travaillons avec l'IA et nous travaillons sur l'IA et nous allons le faire de plus en plus, bien sûr. On va parler de la réforme des retraites, parce que je le disais, c'est au cœur de vos travaux en ce moment. François Bayrou vous a confié la mission de faire la lumière sur la situation financière des systèmes de retraite en France. On n'est pas dans l'obscurité. Non, pour éclairer, on va dire, les discussions des partenaires sociaux que le Premier ministre a mis en place. Julie-Marie Lecomte. Et Pierre Moscovici, d'abord vous êtes dans les temps, Totalement. Ce rapport. Donc le 19 février. 19 février à 17h. La semaine prochaine. Vous voulez que ce rapport il soit indiscuté et indiscutable. C'est vous qui le dites comme ça. Alors, je suis certain qu'il sera indiscutable, parce que nous faisons un travail qui est parfaitement objectif et qui sera objectivé. Autrement dit, d'abord, nous ne partons pas de rien, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans l'ombre. Ne faisons pas comme si on allait réinventer la lampe à huile. Vous partez de quoi? Parce qu'il y a par exemple les rapports du Conseil d'orientation des retraites. Si vous me laissez deux mots. Nous allons partir de ce qui existe. D'abord, les rapports du Conseil d'orientation des retraites nous opposaient au corps. En tout cas, ce n'est pas moi qui le souhaite. On aurait pu dire que ce serait le corps qui aurait fait cette expertise, on nous l'a confié, mais nous travaillons avec le corps et sur la base des modèles du corps, auxquels nous soumettons nos propres hypothèses. Il y a aussi les données de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, il y a celle de la DGFiP, les finances publiques, et celle de la Direction générale du Trésor, et nous modélisons tout ça. Et nous faisons à partir de ça un certain nombre d'hypothèses sur l'évolution des systèmes. Donc on va avoir un rapport aux 3 parties, vous voyez, je vous dis presque tout. Première partie, quel est l'état du financement des retraites aujourd'hui et de tous les régimes de retraite, ceux du privé comme ceux du public, complémentaires, les surcomplémentaires, les régimes spéciaux, même les régimes agricoles, puisque le Premier ministre a inclus l'agriculture dans le champ de la conférence sociale. Et puis dans un deuxième temps, on va se projeter à 10 ans, on va se projeter à 20 ans, pas au-delà, 2035 à 2045, pour voir quel est le besoin de financement qu'il s'agit de combler. Enfin, dans une troisième partie, on verra quels sont les leviers d'action. Ils sont pas mystérieux. C'est là que ce sera discutable.
Attendez, ils sont pas mystérieux. Mais tout ça sera indiscutable. Je viens indiscutable à discuter. Pourquoi est-ce que ce sera indiscutable? Parce que, voilà, on sait ce que c'est. C'est augmenter l'âge de la retraite, ou le diminuer d'ailleurs, augmenter la durée de cotisation. Ben, on pourrait envisager aussi, puisque certains partenaires sociaux le demandent. Donc on va voir ce que ça donne, en plus, en moins. Tous les scénarios sont sur la table. Surtout beaucoup de leviers d'action. Le montant des cotisations, Non, mais le niveau des prestations. Parce que vous n'excluez pas le retour à 60 ans ou 62 ans. On ne va pas aller jusque-là, je crois. Mais en tout cas, on va voir ce que ça donne alors quand ça monte ou ça baisse. Bah, vous baissez jusqu'à quoi? Écoutez, le rapport est en train de se faire. Non, mais c'est intéressant, ça titille notre... Si vous voulez, après, une fois que vous avez mobilisé ce que donne, par exemple, sur un trimestre en plus, un trimestre en moins, vous n'avez qu'à le multiplier par X trimestre et vous passez à 63. Alors, pourquoi? Et donc tout ça, oui, ce sera parfaitement objectivé et indiscutable. Après, est-ce que ce sera indiscuté? Ah, c'est ça la question. Mais pas discuté au sens où ce sera contesté. Je pense qu'après, chacun pourra se saisir du menu d'options pour dire je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, je joue sur ce levier et pas sur celui-là. Et moi, vous savez, il y a une chose que j'ai... Pourquoi vous nous disiez non, on va pas examiner le retour à 62, 60 ans? Parce qu'on ne va pas faire des scénarios comme ça. Parce que on va juste regarder. On va se dire, voilà, vous augmentez la durée de cotisation de 3 mois. Vous augmentez la durée ou la réduisez d'un. Voilà quel est l'impact financier. Après, si vous voulez, ça c'est un travail d'expertise qui donnera lieu forcément à discussion. Politique, discussion politique. Non. Là aussi, fusée à 3 étages. Premier étage, l'expertise, c'est ce que nous faisons, et ce sera indiscutable. Deuxième objectif, la négociation sociale, qui forcément discutera des différents paramètres. Et troisième objectif, la transposition parlementaire. Je parle volontairement de transposition parce que je ne souhaite pas que s'il y a un accord des partenaires sociaux, on rouvre tout le dossier. Mais nous, nous arrêtons à l'expertise, voilà, et nous offrons, si vous voulez, nous mettons la table. C'est pas nous qui faisons la cuisine, mais nous mettons la table. Clément. Et les partenaires sociaux, ensuite, font le plat. Ah, si j'ai bien compris, le gouvernement vous a commandé un deuxième rapport que vous devez rendre au mois d'avril. Alors d'habitude, la Cour des comptes, vous contrôlez les résultats d'une politique, donc a posteriori. Là, on vous demande un peu de vous projeter, de faire de la prospective sur les impacts d'une modification des paramètres de la réforme des retraites sur la compétitivité et sur l'emploi. Oui. Est-ce que c'est vraiment dans les missions de la Cour des comptes de faire ça? Oui, parce que là en l'occurrence, on n'utilise pas la Cour des comptes comme un contrôleur. Ça fait partie des C'est ça que vous voulez vous dire. Oui, mais ça fait partie des quelques cas limités où nous pouvons faire des rapports à la demande du gouvernement. Mais là, nous jouons davantage une mission de conseil. Mais il y a les compétences pour à la Cour des comptes? Bien sûr. Parce que c'est un travail d'économiste. Mais nous avons ça, bien sûr. À la Cour des comptes, nous avons des macroéconomistes de très grande qualité, des spécialistes des retraites. Nous faisons aussi appel à l'expertise extérieure. Et ça, nous l'avons déjà fait. Par exemple, le Premier ministre Jean Castex m'avait demandé, pour le coup, je crois que c'était intuitu personnel, un rapport sur la stratégie de finances publiques en sortie de crise. Donc nous sommes tout à fait capables de nous projeter, bien sûr. Mais si vous voulez, ce n'est pas un rapport de contrôle, c'est davantage une mission confiée à la Cour des comptes de réflexion. D'ailleurs, vous savez, faire une mission flash en un mois, la Cour des comptes ne l'a jamais fait. Elle sait le faire, mais nous ne l'avons jamais fait. C'est un crash test. Il y a quand même un magistrat de la Cour des comptes qui expliquait dans les colonnes de l'Humanité la plus-value de la Cour me semble nulle, on est moins bon que le corps là-dessus, que le Conseil d'orientation des retraites. Ce magistrat, il ferait mieux de se taire. Bon, et en l'occurrence, non, je suis quand même très clair. S'il s'est exprimé sur la base de l'anonymat, c'est vraiment nul. Il n'a qu'à s'exprimer à visage ouvert et à montrer en quoi. Parce qu'au fond, qu'est-ce que fait la Cour des comptes? Elle fait, j'allais dire, du corps plus, c'est-à-dire nous partons de ce que fait le corps. Nous travaillons avec le corps. Nous ne faisons pas quelque chose. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi vous demandez un rapport. Le rapport, le diagnostic, il existe. On le connaît depuis des années. Le corps, qui est un organisme où siègent les partenaires sociaux, a fait moult rapports. Pourquoi aujourd'hui refaire une évaluation, si ce n'est pour gagner du temps? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais en tout cas, on ne gagne pas beaucoup de temps puisqu'on l'aura fait en un mois. Ce sont exceptionnellement rapides. J'imagine, je vais vous dire ce que je comprends. D'abord, je pense que le rapport avec le corps était compliqué, qu'il y a eu des discussions, des polémiques, etc. Même sur l'existence du Conseil de que je ne trouve pas juste, mais néanmoins, il y avait sans doute l'envie d'aller vers une institution, la Cour des comptes, qui, elle, pour le coup, est indiscutée. C'est-à-dire, nous avons, nous, 90% de notoriété, 70% de bonnes opinions. Les gens respectent ce que nous faisons et nous font crédit de ça. Et donc, c'était la volonté, sans doute, de crédibiliser davantage. Et puis, la deuxième chose, c'est que les partenaires sociaux sont dans le corps. Donc il y avait le sentiment que peut-être ils seraient jugés partis. Et donc c'était la volonté que j'ai comprise de faire dans un premier temps
une expertise comme ça, neutre, à plat, et dans un deuxième temps, les négociations, plutôt que de mélanger les deux temps. Moi, je n'ai rien demandé. Imaginez-vous que je l'ai appris au moment de la déclaration de politique générale. Le Premier ministre m'en avait parlé assez vaguement. Et donc, je suis disponible. Mais moi, je n'ai pas de polémique avec le corps. Hugo, j'ai rencontré tous les partenaires sociaux, tous, sans exception, ceux qui sont dans le conclave ou la conférence sociale. J'ai naturellement aussi rencontré M. Marette, qui va animer le débat. Et j'ai évidemment rencontré Gilbert Sette, le président du corps, que je connais depuis très longtemps, et nous travaillons avec le corps. Donc ne créons pas de Hugo Couturier conflits voudrait inutiles et artificiels. interpeller via sa communauté. Oui, Monsieur Moscovici, il y a une question pour vous de Tranche qui vous demande est-ce que vous assumez par vos différents mandats et votre travail post-ENA à la Cour des comptes votre part de responsabilité dans la situation actuelle traversée par l'État français? N'est-ce pas contradictoire pour quelqu'un qui s'est toujours désigné de gauche? Ça fait beaucoup de questions à la fois. Vous savez, j'ai été ministre des Finances, c'est exact, de 2012 à 2014. Ça fait donc 11 ans maintenant. J'ai pris ma part, bien sûr, à cette situation. Et quelle était cette part? Quand je suis arrivé à Bercy, les finances publiques étaient avec un déficit de 5,2. Quand je l'ai quitté, elles étaient à 3,9. Alors la dette, elle a continué d'augmenter, compte tenu de ce qu'étaient les taux d'intérêt à l'époque. Mais enfin, j'ai vraiment fait un gros effort pour réduire les déficits. Ensuite, je suis obligé de considérer que la situation s'est beaucoup dégradée ces toutes dernières années. Et je suis obligé de le dire. En réalité, à quel moment se fait la différence entre la France et les autres pays de l'Union européenne? C'est après la crise Covid. Les autres ralentissent, nous continuons d'accélérer. Et en plus, nous avons une année... C'est le bilan d'Emmanuel Macron. Mais non, mais pourquoi voulez-vous toujours... Moi, je vous dis juste, vous dites le calendrier, je vous dis la qui est là. place qui est la mienne, c'est-à-dire celle de président de la Cour des comptes, je dis simplement ce qui est. Et depuis 2020, je suis le président de la Cour des comptes, c'est une obligation d'impartialité, d'indépendance totale. Julie, voulez-vous parler du débat indiscuté et indiscutable, notamment sur la place du politique derrière? Oui, d'après nos confrères de Contexte, Matignon regarde d'un œil assez favorable l'idée d'avoir un débat sans vote après la remise de votre rapport. Vous en pensez quoi, vous? C'est très simple. Moi, je vais le 19h, je rends le rapport. À 17h, vous avez dit. Je pense à 17h, mais ça peut changer. Enfin, le 19, je rends le rapport. Je pense que le Premier ministre me demandera, et je l'accepte bien volontiers, d'aller le présenter devant les partenaires sociaux, c'est naturel, pour pouvoir le discuter avec eux. Si on nous demande à la Cour des comptes de mettre à disposition une expertise, notamment en parallèle avec la deuxième partie, nous le ferons, mais mon rôle s'arrête le 19 au soir. Ensuite, si on me demande d'aller devant le Parlement, naturellement j'irai. On me le demandera peut-être, peut-être devant les commissions des affaires sociales, je suis naturellement disponible. Je voudrais, s'il y a une chose, c'est que quand je viens chez vous, je me sens pas chez moi, mais dans un endroit qui m'est familier. Pas parce que j'ai été parlementaire, mais parce que je vais une trentaine de fois par an devant les commissions parlementaires pour présenter tout type de... Donc là, y retourner une nouvelle fois pour présenter la mission Flash, ça serait... Même vous le souhaiteriez, à la limite. Oh, je ne suis pas contre, oui, mais je suis totalement transparent par rapport à ça et très à l'aise. Pourquoi? Parce que la Cour des comptes, c'est dans la Constitution. Elle contrôle l'action du gouvernement et elle est à la disposition du Parlement pour aussi contrôler l'évolution politique. Alors, jusqu'où irez-vous? Pas moi qui... Jusqu'où irez-vous? Parce que vous avez vu dans son discours de politique générale que le Premier ministre avait modifié un peu le calcul du déficit des retraites. Ce n'est plus 6, mais 55 milliards si on le suit. Ça a créé une polémique en disant d'où vient ce calcul? Est-ce que vous trancherez là-dessus? Nous évoquons le sujet, oui. Vous évoquerez le sujet. Ça veut dire quoi? Allez jusqu'au bout. Non, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que justement le rapport, c'est Il y aura la partie levier d'action. Mais non, c'est pas la partie levier d'action. Au fond, le Premier ministre part d'une analyse que divers experts ont présentée, notamment un bien connu qui s'appelle Jean-Pascal Beaufray, mais je crois aussi que Jean-Pierre Levade est dans cette idée qu'il y a des différences de calcul entre les différences du financement des retraites du privé et les retraites du public. Ce qu'il assimile à des subventions, c'est pas le même taux. Alors, sans doute y a-t-il des différences qui s'expliquent en partie, et puis ce sont aussi des différences de convention. Le sujet ne sera pas esquivé. Cela dit, la base sur laquelle la Cour des comptes travaille, et on le comprend aisément, c'est les lois organiques sur les lois de finances, c'est les conventions qui sont acceptées par tous, y compris par le corps. Donc le sujet sera traité, mais je pense que le chiffre que nous donnerons sera plus proche de ce qu'on connaît d'habitude. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Attendez, parce que moi je comprends pas. Pas celui de non, mais ça, je crois que monsieur... Il sera plus proche de quoi? De 6 Il sera milliards. plus proche de 6 que de 55. Il sera plus proche du déficit affiché que du nouveau calcul de François Bayrou. Vous savez, par ailleurs, moi je ne fais pas de politique, mais j'en ai quand même fait un petit peu. Non, mais c'est juste pour savoir ce que vous dites, tout simplement. Ce sera plus proche de 6 milliards que de 55. Non, mais je dis que le chiffre de 55, la question posée par le Premier ministre, est une question légitime. C'est un mode de raisonnement que je comprends. Et que vous ne retenez pas.
sais pas à moi de le retenir ou pas, c'est pas celui que retiennent non plus les partenaires sociaux. Je dis simplement une chose, vous savez, j'ai fait un peu de politique dans ma vie, juste une trentaine d'années. Et pendant ce temps-là, j'étais 20 ans parlementaire, 7 ans ministre, et ça. Je me dis, comme ça, si j'entre dans un conclave, j'ai été voir un très bon film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Conclave. Donc ce sont des cardinaux enfermés dans une salle, et à la fin, il y a une fumée blanche, et il y a un pape. Si vous dites à des gens, vous attendez à ce qu'il y ait 15... 6 tout de suite, 15 plus tard, 30 plus tard. Et c'est difficile, parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même position. Si vous leur dites qu'il y a 55 sur la table en plus... Ça va les déprimer. Je crois que ça dure peu de temps. Hugo. Oui, on parle... Donc ce que je dis pour ça, pourquoi? Non, je ne suis là ni pour alléger le fardeau, donc nous dirons la vérité des chiffres. Et ils sont probablement un peu moins bons que les chiffres du corps. Un peu moins bons que 6 milliards. Parce que la situation s'est dégradée, tout simplement. Ce sera plus que 6 milliards, donc. Je ne donne pas un chiffre. La situation de la productivité, la situation du chômage, la situation des finances publiques n'est pas exactement la même. Donc, on ne va pas mentir. On va dire c'est un peu plus chargé qu'à l'époque. En revanche, je ne suis pas là non plus pour charger la mule, pour charger la barque. Donc voilà, on va essayer de faire notre travail. Vous voyez, indiscutable. Non, mais c'est et objectif. Hugo. Et j'ajoute une chose. Au-delà d'indiscutable, indiscuté, indépendant. Moi, à la Cour des comptes, depuis 5 ans, personne ne m'a imposé une analyse que la Cour des comptes n'avait pas produit. Et ça ne sera pas le cas cette fois-ci non plus. Hugo. Oui, on vous demande dans le chat, est-ce que dans votre fusée des retraites, est-ce que vous êtes pour ajouter un étage convention citoyenne avec le concours du CESE, comme pour le Conseil économique et social et environnemental? Effectivement, parce qu'effectivement, on a l'impression que les citoyens, on parle du corps, mais c'est vrai que les citoyens, ils sont quand même assez éloignés de ces Après le débats-là. 20 février, ce sera le temps du social et du politique. Il y aura de la place pour tout le monde, pour tous les débats. C'est reparti en tout cas pour une nouvelle semaine de motion de censure et de 49.3. Cette année encore, le gouvernement fait adopter les budgets sans vote, faute de majorité. Cet après-midi, la 4e motion de censure de la France insoumise a été rejetée. Dans la foulée, François Bayrou a remis un 49.3 sur le projet de loi de sécurité sociale, de finances de la sécurité sociale. Thierry, on va d'abord s'intéresser à 2025. Oui, on va s'intéresser à 2025. Et d'abord, j'ai envie de vous poser une question. Alors, le budget a été adopté, mais est-ce que vous avez eu peur précédemment? Est-ce que vous avez craint, au fond de vous-même, une crise financière si ce budget n'avait pas été adopté? Non, parce que j'étais sûr qu'il serait adopté. Ah bon? Oui. Vous êtes optimiste? Non, je ne suis pas optimiste. Je réfléchis à une situation. J'étais sûr qu'il serait adopté d'abord parce que la motion de censure avait créé une forme de pression aussi. Il fallait qu'il y ait un budget. On en avait besoin. C'était indispensable. On ne pouvait pas continuer à vivre d'expédients type loi spéciale. Et pour le coup, ça commençait quand même à coûter assez cher, à tous égards. Mais je ne parle pas du coût financier. Je ne me prononce pas sur les chiffres qui ont été donnés. Je dis simplement c'était de l'incertitude. Et l'incertitude politique, c'est de l'incertitude financière. Tout ça commençait à peser sur le crédit de la France de manière massive. Il fallait qu'il y ait un budget. On a au Parlement des forces politiques qui sont à même de le comprendre. En plus, le Premier ministre a souhaité d'emblée discuter de façon à élargir un peu son socle. Il a fait des concessions. Donc je n'ai pas... En réalité, je me disais, je suis toujours un optimiste, vous voyez. Si les gens sont rationnels, on va y arriver. Alors, ce budget adopté, est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'on peut éviter cette année, à votre avis, les mésaventures de l'année précédente, à la fois sur les recettes et sur les dépenses? On voit bien qu'on a révélé une méconnaissance, enfin en tout cas une sous-évaluation une surévaluation des retraites, et les dépenses, des baisses de dépenses n'ont pas été tenues. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui qu'on évitera ça? Et je ne dis pas tout à fait ça. Je préside un organisme qui s'appelle le Haut Conseil des finances publiques qui rend des avis sur les projets de loi de finances. Il a rendu un avis sur ce projet de loi de finances et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et nous disons que 5,4, c'est un chiffre qui est d'abord moins bon que le 5 de Michel Barnier, que c'est sans doute le minimum de ce qui était possible, qu'il ne faut pas que ça se dégrade, mais que la marge de manœuvre est extrêmement faible. 50 millions. Non, la marge de manœuvre pour le tenir. Oui. On ne peut pas aller au-delà. 50 millions de réserves du gouvernement, c'est ce que j'ai lu. C'est pas comme ça que nous le mesurons. Nous disons simplement qu'il y a un certain nombre de risques qui sont des risques qui sont plutôt des risques baissiers. Par exemple, la croissance est évaluée à 0,9 par le gouvernement. Le consensus des économistes, c'est plutôt 0,7. Et l'acquis de croissance n'est pas très élevé. Il en va de même pour les dépenses, pour les recettes, où on préjuge d'un certain nombre d'évolutions. Donc au final, il faut être très vigilant. Et nous écrivons même que s'il advenait qu'il y ait un aléa sur la croissance, ou les dépenses, ou les recettes, il faudrait prendre des mesures en cours d'année. Parce qu'il est hors de question, à mes yeux,
à nos yeux, de revivre le même scénario d'un dérapage. Si on se retrouve encore à 5,8, 5,9, 6% à la fin de l'année, croyez-moi, là, on n'est pas bien du tout. Donc il faut que ce 64 soit non seulement voté, mais exécuté. Et j'allais dire presque... Et revu éventuellement. Et revu, oui. Alors, tout ça, c'est ce que... Alors, après, pour répondre plus techniquement à votre question, mon sentiment, c'est quand même que c'est un peu plus facile sur les dépenses, parce que, au fond, l'effort est centré sur l'État cette année. C'est quand même qu'on tient le mieux, même s'il est dur pour l'État. Et il faudra, les années suivantes, qu'on équilibre mieux quand même, parce que ça devient difficile. Et puis, la deuxième chose, c'est que sur les recettes, j'espère, et je crois, qu'on a tiré quand même quelques leçons des années passées. C'est pas du 100%, mais je ne crois pas qu'on assistera à des dérives de même ampleur. C'est-à-dire de moindres recettes, vous voulez dire? L'année dernière, on a eu un effondrement des recettes, une imprévisibilité, une imprévision des recettes, sur notamment la TVA et surtout sur l'impôt sur les sociétés. Et ce ne sera pas le cas cette année, vous pensez? Moi, en tout cas, et j'espère pas du tout. Clément? Juste pour rebondir sur ce que disait Thierry, et vous-même, les prévisions de croissance du gouvernement sont plus optimistes que le consensus des économistes. Il y a la croissance qui a basculé dans le rouge au dernier trimestre, le chômage qui progresse, les entreprises qui vont avoir des impôts qui vont augmenter. Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans le scénario du futur dérapage budgétaire? Est-ce que le gouvernement ne pêche pas par excès de confiance? C'est un peu ce que vous aviez dénoncé devant les parlementaires quand vous aviez été entendu sur le dérapage budgétaire. Je l'avais dit de manière extrêmement claire devant la commission d'enquête parlementaire. On avait assisté quand même à des prévisions qui étaient extrêmement limites ces dernières années. Quand on nous avait dit 1,4% de croissance pour 2024, alors qu'il y avait, pour 2023, alors qu'il y avait 0,8 dans le consensus des économistes, on était à 0,6 d'écart. Là, le Haut Conseil a utilisé une formule que je vais répéter. Nous disons c'est un peu élevé, mais ce n'est pas inatteignable. On ne peut pas exclure qu'il y ait, disons, une bonne surprise. Mais on ne peut pas non plus exclure que ce soit le consensus qui se réalise. Et vous savez pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que justement, dans cette année 2023, on se perd un peu dans les années, il y avait eu un très bon trimestre, totalement imprévu, que d'ailleurs personne n'a jamais su. Mais cette année, Éric Lombard, le ministre de l'économie, promet qu'il y aura des outils de contrôle en temps réel. Alors d'abord, on est un peu surpris d'apprendre qu'il n'y en avait pas. Ça n'existait pas? C'est encore un boulot pour vous, ça? Alors, je pense que... Non, c'est un boulot pour l'administration. Il faut qu'il y ait des outils de contrôle, surtout, c'est là où on trouve votre question, des recettes fiscales, notamment des recettes d'IS. Et si on suit un peu la façon dont l'impôt sur les sociétés est versé par les entreprises du CAC 40, parce qu'il y a 5 comptes par an, on doit pouvoir avoir quelque idée. Et ça, en effet, ça a pêché. Mais c'est le boulot de l'administration. Mais comme disait Julie, c'est impressionnant d'imaginer qu'il n'y avait pas de contrôle, quoi. Mais écoutez, il s'est passé quelque chose quand même. Les années 2023-2024 sont des années terribles pour les finances publiques. Donc les leçons ont été tirées. J'espère, je le crois. Mais si vous voulez... Vous avez pu le vérifier parce que justement, Franck Gamberge à Bercy même a fait appel à des économistes pour les aider à comprendre pourquoi ils s'étaient autant trompés. Oui, alors, est-ce que vraiment on peut dire aujourd'hui ils ont tiré les leçons? Disons qu'en tout cas, le budget tel qu'il est fait me paraît plus prudent et plus réaliste que les précédents. Ça, c'est certain. Et après, est-ce qu'ils vont jusqu'au bout? Ça, c'est ce que nous vérifierons en cours d'année. Je ne veux pas, moi, vous signer sur mon sang que cela est parfait. Je crois simplement qu'ils ont beaucoup réfléchi et que personne, en réalité, et surtout pas le ministère des Finances, qui est une administration d'une extraordinaire qualité, n'a envie que ce qui s'est passé se reproduise. Mais vous savez, ces 2 années post-Covid, Le dérapage. Elles ont été des années terribles parce que tous les autres ont baissé leur déficit. Ils ont baissé leur niveau de dette. Nous avons continué. Et non seulement nous avons continué, nous avons accéléré. Ça, c'est des choix politiques. En tout cas, c'est une erreur de prévision massive. Et nous la payons. Nous la payons, je veux le rappeler, parce que 6% de déficit, c'est 2 fois plus que ce qu'on doit faire, 3%. Mais Pierre Moscovici, c'est 2 fois choix politiques. C'est 2 fois c'était plus comme ça, mais non. Mais moi, je ne suis pas là pour donner des bons et mauvais points. C'est 2 fois plus que la moyenne de la zone euro à peu près. Nous avons un charge de la dette, c'est-à-dire ce que nous remboursons chaque année. On a l'impression que vous prêchez dans le désert, vous dites ça depuis plusieurs années. Non, on est les cancres. Mais nous n'avons pas du tout prêché dans le désert. Je pense que nous avons, au contraire, été tout à fait entendus. Et que la voie... Vous savez, l'émission, ça n'arrive pas par hasard. C'est que les gens ont constaté que dans une période où on s'interrogeait beaucoup, où il y avait des
questions sur la maîtrise des finances publiques et sur la qualité des prévisions, il fallait se tourner vers un tiers de confiance objectif. Nous n'avons pas prêché dans le désert, simplement, il y a eu, de fait, des erreurs de prévision qui doivent être expliquées et rectifiées. Un mot sur le budget à venir de 2026. Oui. Vous plaidez pour une dépense publique plus efficace. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples de dépenses publiques inefficaces qui permettraient de faire des économies substantielles? Avant d'y venir, je voudrais donner un message qui est très clair. On s'est focalisé à juste titre sur le PLF 2025 et le PLFSS 2025. C'est normal, dans une situation politique totalement inédite, dans un désordre incroyable. Mais il faut déjà bosser le 2026. C'est quand même la première fois dans la Ve République que le PLF et le PLFSS sont votés en février. Ça n'est jamais arrivé. Donc tard. Très tard. Il y avait eu un précédent en 1979, mais c'était une petite erreur qui a été rectifiée dès les tout premiers jours de 1980. Jamais ça n'est arrivé. Donc, situation incroyable. Alors, on revient à la question de Clément. Quelles sont les pistes de dépenses inefficaces? Pardonnez-moi, je veux quand même dire l'essentiel, qui n'est pas ça. L'essentiel, c'est que les Français doivent savoir qu'ils doivent s'attendre à des efforts pendant 5 ans. Des efforts qui, en plus, ont été accrus par le fait qu'il y a eu une dérive des finances publiques. Et pendant 5 ans, il faudra faire des efforts comparables à ce qui a été fait cette année. Alors, des Donc ça va être douloureux. Sur quoi les efforts? Et il ne faut pas laisser penser que c'était un coup comme ça difficile, puis qu'après on retrouve le chemin. Non. Quel que soit le gouvernement. Quel que soit le gouvernement. Et je veux ajouter autre chose, c'est qu'il faudra le faire différemment, parce que cette année, on a fait beaucoup de fiscalité et pas beaucoup d'économies en dépenses au final. Et les années suivantes, on ne pourra plus faire de fiscalité, il faudra faire des économies en dépenses. Et après, j'en viens à votre question, il faudra regarder dépenses publiques par dépenses publiques. Alors, quels exemples? Est-ce que vous avez déjà des exemples? Mais des exemples, on en a plein. J'ai rendu un rapport il y a quelques semaines, c'était juste au moment du vote du PLF, sur les dépenses de sortie de crise. On a examiné certaines dépenses écologiques ou non écologiques. Par exemple, est-ce qu'il faut donner des primes aux véhicules lourds de 1940 kilos? On a regardé les gardes d'enfants. Garde d'enfants, est-ce qu'il ne faut pas reconditionner en fonction des revenus comme ça existait tout simplement avant la crise Covid en 2021? Et je sais ce que c'est, je suis moi-même concerné. Certains peuvent perdre de l'argent là-dessus, mais ils peuvent se le permettre. Ça, c'est du côté des agences de l'État. Troisième et principale piste dans notre rapport, c'est tout ce qui concernait l'apprentissage. On a eu une politique d'apprentissage extrêmement ambitieuse depuis 2017, et à juste titre, alors que le chômage jeune s'est amélioré. Mais elle coûte extrêmement cher. Et elle concerne aussi maintenant des jeunes qui sont dans l'enseignement supérieur. Nous avons toutes les raisons de penser, et on le sait d'ailleurs, il y a eu quelques mesures prises dans le PLF cette année, que ce ne sont pas ces jeunes-là qui ont besoin, ils ne sont pas des vrais apprentis d'abord. Jusqu'à allemand, des alternants. C'est des alternants sans doute, mais surtout, si vous voulez, ça va pas ils n'ont pas besoin de ça pour avoir accès à l'emploi. Et donc, il y a des milliards d'euros convoqués, et il y en a partout. Il y en a dans la sécurité sociale, dans la collectivité locale. Moi, je ne plaide pas pour l'austérité, je n'ai jamais été pour. L'austérité, c'est ce qui appauvrit. Je plaide pour la performance et pour la qualité de la dépense publique. Et il faut faire systématiquement sur toutes les dépenses qu'on appelle des revues de dépenses. Et justement, on parle beaucoup des dépenses, mais il y a aussi les recettes. L'économiste Gabriel Zucman parle de la France comme étant un paradis fiscal pour milliardaires qui payent effectivement très peu d'impôts par rapport aux autres Français. Pourquoi c'est si difficile d'aller chercher l'argent chez les milliardaires ? J'ai échangé là-dessus avec Gabriel Zucman ces derniers jours, que je vais le voir, sur le thème paradis fiscal, parce que j'ai été, outre ministre des Finances, commissaire européen en charge de la fiscalité, de l'économie et d'autres sujets. Un paradis fiscal, c'est pas exactement ça la définition, c'est aussi un endroit où la législation fiscale est totalement obscure, où il y a une absence de transparence et un défaut d'information. Je ne pense pas que la France soit un paradis fiscal, pour être tout à fait franc, mais je reste débat avec lui. En revanche, ce qui est certain, c'est oui, la fiscalité a été quand même très favorable ces dernières années à ceux qui ont beaucoup d'argent, incontestablement. Donc il faut la changer, de quelle façon ? Ça, c'est pas à moi de le dire, mais il y a sans doute des marges. Et de ce point de vue-là, observons que les mesures de justice fiscale qui figurent dans le budget, en réalité, ne sont pas totalement contestées. La question, c'est jusqu'où on va. Et je pense, moi, qu'il y a aussi une limite à ce qu'on peut faire en matière fiscale. Le ras-le-bol fiscal que j'évoquais. Alors, on parlait du budget de la sécurité sociale qui est actuellement en discussion. Je le disais tout à l'heure, François Bayrou est intervenu à la tribune de l'Assemblée nationale parce qu'il dit, lui, il le répète sans arrêt, il faut sauver le contrat social, notamment. Ce budget, ces recettes sont insuffisantes pour faire face aux dépenses, puisque les dépenses montent à 666 milliards d'euros, et ce qui fait donc un déficit de l'ordre de 22 ou 23 milliards.
considérable et en progression. Ce qui me permet de donner raison à tous ceux qui, à la tribune, se sont exprimés pour que nous ayons à l'avenir une vision différente, que nous puissions envisager des trajectoires qui soient des trajectoires autant que possible de retour à l'équilibre. Donc toujours le problème de financement de la Sécu, Julie. Ça, c'est la protection sociale, ça c'est l'un des grands chantiers. Est-ce qu'il faut avoir un débat collectif sur les mécanismes de financement de notre système de protection sociale? Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, dit Sans doute, et d'ailleurs je disais, on a fait un certain nombre de revues de dépenses, on en a fait une sur les collectivités locales qui ont été rendues publiques, on en a fait une deuxième sur les dispositifs de sortie de crise, on va en faire une troisième sur les dépenses d'assurance maladie. Parce que ce que je crois au fond, la philosophie qui nous inspire, c'est celle d'amélioration de la qualité de la dépense. C'est pas celle de faire du rabot bête et méchant. On fait du rabot en ce moment. Bah, un peu quand même, oui. Le déremboursement. Je pense qu'il voulait que tirer le trait d'une loi spéciale, c'est ce qui permet de faire passer un PLF, mais l'année prochaine, je souhaite qu'on soit plus intelligent, et les années prochaines. Et ça, je crois qu'il y a tout à fait moyen de faire, y compris sur l'assurance maladie, y compris sur la sécurité sociale. Mais y compris dans un contexte d'instabilité politique, vous imaginez que ce soit possible? Monsieur Le Tellier, je vais vous dire, je conçois que tout ça est extrêmement difficile. Je ne suis pas inconscient de la situation politique. Elle est très inconfortable, elle est très dure. Mais il faut se mettre dans l'autre scénario, qu'on continue à dire qu'on ne peut rien faire. Moi, je me mets dans cette dystopie une seconde. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de majorité. On ne peut rien faire parce que ceux-là ne veulent pas. On ne peut rien faire parce que ceci... Très bien, ne faisons rien. Donc imaginons qu'on a 5-8, 5-9 à la fin de cette année. Vous pensez pareil? Non, attendez, je vais jusqu'au bout de cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À un moment donné, on a quand même des comptes à rendre aux Européens. On a un projet de ce qu'on appelle un PSMT, un projet stratégique à moyen terme, un plan stratégique à moyen terme, il ne tient plus. Bon, à un moment donné, on peut avoir aussi des sanctions. On a des comptes à rendre au marché. C'est un terrible gros mot, le marché. Mais il n'empêche que ce sont surtout des gens qui nous ont prêté de l'argent. Ce sont nos créanciers. Voilà, nous sommes, nous, leurs débiteurs. Et au bout d'un moment, s'ils considèrent qu'on n'est pas crédible, qu'est-ce qui se passe? Les taux d'intérêt augmentent. Quand les taux d'intérêt augmentent, la charge de la dette augmente, explose. Et à la fin, quand vous ne payez plus 25 milliards ou 50 milliards, mais 100 milliards de remboursement annuel de la dette, comment est-ce que vous voulez financer les investissements de demain? Les investissements intelligents, la recherche, l'innovation, la défense, l'écologie surtout. Et donc moi ce que je dis c'est qu'il faut se désendetter pour investir. Et j'aimerais qu'on ait un débat collectif de qualité là-dessus. Si à chaque fois on me dit on peut pas, si chaque dépense est sanctuarisée alors qu'on est surendetté et qu'on a des déficits énormes, à la fin on va dans le mur. Ça je veux le dire avec beaucoup de force. Ça permet d'avoir un débat collectif justement. Et cette question-là, c'est pas une question de droite et de gauche. Moi, j'ai été engagé à gauche pendant 30 ans et... il vous en reste quelque chose. J'ai pas suivi de grève de cerveau en arrivant à la Cour des comptes, même si je suis totalement impartial et indépendant dans ce que je fais. Mais néanmoins, je dis à mes amis de gauche, parce que j'en ai, d'écouter plutôt Pierre Mendès France, qui disait que les comptes en désordre sont le signe des nations qui s'abandonnent, que ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une seule solution, le tax and spend, toujours plus d'impôts, toujours plus de dépenses. Parce que là, à la fin, on va dans le mur. Il faut quand même se poser collectivement ces sujets-là. Et je prétends, non seulement je prétends, mais même je vais affirmer quelque chose, peut-être un peu comme ça, sec, c'est qu'on peut améliorer la qualité de la dépense publique dans tous les secteurs, et l'État, et les collectivités locales, la sécurité sociale, sans réduire la qualité du service public. Parce que, forcément, il y a des choses à améliorer dans la gestion des politiques publiques en France. Il faut changer de culture. Si on arrive au constat que le financement de cette protection sociale ne peut pas s'appuyer uniquement sur les cotisations sociales, on va chercher où? Ah non, mais ça, j'en suis pas à ce degré-là de granularité. Non, ça, je vous donne une méthode. Et on discute de tout ça avec pour perspective un référendum, c'était ma question. On avait 18 milliards d'euros l'année dernière de déficit, on en avait moins de 15 l'année d'avant, on en a 23 cette année. Est-ce qu'on a l'impression, est-ce que les Français ont l'impression que leur service public marche mieux, que leur protection sociale marche mieux? Est-ce qu'un référendum peut être jouable sur ces questions-là? Pas mon sujet. Bon, alors il y a d'autres méthodes éventuellement qui viennent de l'étranger notamment, Clément, et qui donnent des idées à certains. Oui, le modèle Trump-Musk semble faire des émules en France. Alors, il semble inspirer une partie de la droite et de l'extrême droite. Et puis, du côté du patronat, il y a le nouveau président de la CPME qui a fait cette proposition de nommer un chef d'entreprise à la Elon Musk pour traquer les économies possibles dans la dépense publique. C'est une bonne idée, selon vous? Ça me séduit peu. Ça quoi? Elle me séduit peu. Elle vous séduit peu? Mais pourtant, rien n'a bougé sur le sujet depuis 30 ans. Vous ne vous dites pas qu'un électrochoc serait peut-être positif, vu que les réformes de l'État ont toutes échoué. Mais là, c'est peut-être ma rigidité intellectuelle. Je n'ai aucune sympathie
pour ce que fait Donald Trump, Oui. aucune sympathie pour ce Au-delà que de ça. fait Elon Musk. Et pour le coup, je pense qu'il ne faut pas prendre les fonctionnaires, les agents publics, comme des boucs émissaires. L'idée qu'on va taper dans le tas et sabrer et virer un paquet de gens ne me paraît pas du tout la bonne démarche. Alors, associer les chefs d'entreprise, examiner les agences publiques, regarder les politiques publiques, oui, bien sûr. Mais si l'idée, c'est qu'il faut donner une sorte comme ça de Kaiser de la dépense publique, bon courage, ça, c'est pas la France. On va parler d'immigration, c'est un autre sujet du moment. Oui, on n'a jamais autant pointé du doigt l'immigration en France. Est-ce que d'un point de vue strictement économique, l'immigration apporte plus qu'elle ne coûte ? Ça, vous savez, je parle des travaux de la Cour des comptes, et ça, nous n'avons pas fait de travaux de cette nature-là. Simplement, ce qu'on sait, c'est que, d'abord, un pays qui vieillit, un pays qui a des problèmes de croissance, dans un certain nombre de secteurs, aura toujours besoin d'immigration. L'immigration zéro, je n'y crois absolument pas. À part ça, il y a aussi des dépenses qui sont consenties à l'égard des immigrés, qui ne sont pas considérables, mais elles existent. Donc, c'est pas comme ça que je raisonnerais. Je pense que c'est une question qui est tout à fait fondamentale, qui est la question justement de savoir ce qui fait que nous sommes une nation et ce qui fait qu'on intègre ou pas. Et de ce point de vue-là, je peux avoir une sensibilité, y compris très personnelle. Alors justement, Julie. Donc, vous pensez que François Bayrou a raison de lancer ce débat sur... C'est un débat qui est toujours extrêmement périlleux, oui. Périlleux, oui. Donc est-ce qu'il a raison de le faire ou pas? J'ai cru que vous disiez Je ne qu'il y suis avait... pas un homme politique. Je ne vais pas me prononcer sur le fait de savoir ce que le Premier Mais ministre vous a l'avez raison de été faire ou pendant pas faire. 30 ans, vous le disiez. Oui, mais je ne le suis plus. Oui, mais vous disiez que vous avez gardé quand même... Quand j'aurai fini avec la Cour, on verra. Mais pour le moment, je suis On va y vraiment pas dans revenir. la politique. Vous avez dit que vous avez gardé votre sensibilité de gauche, vous avez le droit Oui, d'exprimer aussi. mais ça, ça ne sert à rien que je le dise. Je suis un citoyen. Mais ça fait je vais 40 voter. minutes que vous nous Mais dites à quel je point suis il est président de la Cour des important comptes et d'avoir ça, je vous assure que comme président de la Cour des comptes, ce que je pense, très souvent, je présente des rapports avec lesquels je me sens... Le citoyen, Pierre Moscovici, peut se sentir à côté, dans un sens ou dans l'autre. C'est normal. Une institution, c'est une institution. Elle doit être indépendante et impartiale. Julie? Donc, sur cette question-là, vous ne vous prononcez pas. En tant Non, qu'ancien... il y a des sujets sur lesquels je me Est-ce qu'en- prononce. alors, est-ce qu'en tant Sur le droit qu'ancien- du sol, par exemple, je ne suis pas emballé. C'est-à-dire? Vous savez, moi, l'idée de remettre en cause le droit du sol, je me suis posé une question assez simple. Mon père était apatride quand je suis né. Ma mère est née en France 1 an après que ses parents étrangers, qui sont restés longtemps, soient arrivés en France. Si on avait changé tout ça, est-ce que je seriez serais français. un Français? Et comment résoudre ça? C'est très compliqué. Il faudrait faire des registres. Parce qu'il ne suffirait plus d'avoir une carte d'identité et un seul parent français et d'être né en France, ce serait beaucoup plus difficile. Et puis on aurait aussi beaucoup d'étrangers supposés, qui seraient nés en France, qui ne connaîtraient que le français, avec des parents qui seraient théoriquement... voilà. Et qui deviendraient apatrides. Mais mes grands-parents étaient polonais et roumains. Mais ni les uns ni les autres n'avaient le moindre rapport avec la Roumanie, sinon de très mauvais. Vous Et comprenez- donc, si vous voulez, tout ça fait qu'en réalité, je pense que ce serait une très grande complexité. Ça ne permet pas de traiter du coup la question centrale, Julie qui est la question de l'immigration irrégulière, sur laquelle la Cour des comptes a produit un rapport. Et justement, Et ce rapport montrait de manière très Oui, claire totalement. comment il fallait à la fois améliorer le contrôle de l'entrée aux frontières, améliorer nos systèmes administratifs et éventuellement juridiques, et comment il fallait aussi améliorer le système de reconduite à frontières avec les fameuses il n'y a pas besoin de OQTF. changer la loi pour ça. Ça, je suis pas en tout cas, c'est pas ce que proposait la Cour des comptes. Elle pensait qu'il y avait déjà pas mal de choses à faire, et ça, Et il faut et ça- déjà appliquer ce qui est Et ça applicable. repose beaucoup sur les mécanismes consulaires. En fait, vous dites qu'il faut appliquer déjà ce qui existe. Non, mais je ne dis pas ça. C'est ce que dit la Cour des comptes, non, pas vous. Disons que le rapport de la Cour des comptes raisonnait ISO législation. Ouais. Avec la même législation en disant ça suffit. Vous, Non, il disait pas ça suffit, mais on raisonnait Mais comme que ça. c'était pas mal. vous estimez que vos amis socialistes ont raison, vu ce que vous nous disiez, notamment sur la révision du droit du sol, de déposer une Là, je donne une motion... position très personnelle parce que c'est un sujet qui est de sensibilité. Vous savez, quand vous vous réveillez un matin et vous vous demandez si on Est-ce que change je tout, serai est-ce que je serai encore français, comme vous voyez, je suis président de la Cour des comptes, officier de la Légion d'honneur. Mon père avait 20 doctorats honoris causa, il est mort commandant de la Légion d'honneur. Je ne m'attache pas beaucoup aux décorations, mais c'est aussi une reconnaissance de ce que c'est qu'être français, d'une certaine façon. Dans ces conditions-là, Pierre Moscovici, vos amis socialistes ont raison de déposer une motion de censure, un peu de plaidoyer sur la question des valeurs républicaines? Franchement,
ils font ce qu'ils veulent. Et j'ai des amis socialistes, j'ai des amis qui ne sont pas socialistes, beaucoup. Vous la comprenez, cette notion pour vous, et je ne suis pas membre du Parti socialiste. Alors justement, sur les amis socialistes, moi j'aimerais savoir... Mais arrêtez de parler de mes amis socialistes. Non, mais j'ai des amis partout. Oui, bien sûr, mais vous avez été... j'ai aussi des amis socialistes. Homme politique socialiste, en action. J'étais homme politique socialiste. Avec des actions importantes au sein du parti. Et j'ai aussi des gens avec qui je ne suis pas ami partout. Tout à fait. J'ai envie d'avoir votre sentiment sur le... Même socialistes. J'ai envie d'avoir votre sentiment sur le comportement récent du Parti socialiste, qui a changé de comportement sur le vote du budget. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement, la dissolution aura eu un effet politique positif pour vous en suscitant l'émancipation du PS de LFI? Ouais. Je dis ouais. Vous ne croyez pas C'est-à-dire... Non, mais ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu de cette... écoutez... C'est pas une vraie émancipation, c'est quoi? D'abord, ils ont simplement, après avoir censuré un budget et un gouvernement, entraîné sa chute avec d'autres, ils ont estimé qu'il y avait besoin d'un budget. Ne croyez pas pour autant qu'ils soient devenus des alliés des centristes et de la droite. Donc, si vous voulez... c'est quand même un comportement raisonnable. Ils ont repris... Mais écoutez, vous parlez de... Moi, j'ai été effectivement un élu socialiste pendant 20 ans. Il n'y avait pas de NFP, et on ne dépendait pas de LFI. Et on n'était pas pour autant... Donc, si vous voulez, je ne suis pas certain que ce soit la révolution, tout ça, politique. Vous ne pensez pas que le PS se soit détaché de LFI, en fait? Mais ce n'est pas la question. Je pense que le PS ne s'est pas détaché de la gauche. Et que ceux qui s'imaginent que les socialistes vont devenir des supplétifs de la droite ou du centre et qu'on revient à une situation confortable qu'on connaissait sous la 4e République ou avant le Parti socialiste depuis 1971, je ne pense pas qu'ils aient raison. Mais ça, c'est juste d'une réflexion historique. Hugo. Oui, monsieur Moscovici. Arrêtez d'être... il faut arrêter d'être obsédé par LFI. LFI, c'est un parti qui est parfois un peu pénible quand même. Vous avez des amis? Ça m'arrive, d'accord, pas beaucoup quand même, okay. Mais je peux en avoir. Et surtout, je respecte totalement la sensibilité des hommes et des femmes qui votent pour LFI. Mais c'est pas ça que je dis. Je dis que on a l'impression que le monde tourne autour de LFI. LFI fait 10%, représente 10% de l'électorat. C'est beaucoup, ce n'est que ça. Oui, monsieur Moscovici, il y a 23 ans, Jacques Chirac avait prononcé cette phrase « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, la crise s'est accentuée ». Et pourtant, nous, on regarde le mur de la dette plutôt que le mur écologique qui nous arrive. Question candide, est-ce que peut-être revenir sur les dettes du monde entier? On a fait ça pour les pays africains, annuler des dettes. Est-ce qu'annuler toutes les dettes? Question candide, encore une fois, mais est-ce que ça ne pourrait pas permettre de mettre les forces sur la crise climatique qui nous arrive en pleine... Le problème, c'est quand on annule les dettes, on annule les dettes de ceux qui se sont endettés tranquilles sur le dos de ceux qui ont fait des efforts. Donc je crois qu'on ne peut pas le faire. Et je dirais même qu'on ne doit pas le faire. Vous savez, nos partenaires européens... Mais la maison brûle, je vous donne ma réponse, je l'ai donnée tout à l'heure en réalité. Réduisons notre dette pour pouvoir investir. Et pouvoir investir d'abord dans l'écologie. Là, je suis 1000 fois d'accord. C'est là où nous devons consacrer des dizaines, des centaines, des milliers de milliards d'euros. Pour les trouver, il faut effectivement faire des économies. Alors, investir dans l'écologie, peut-être dans l'industrie aussi. On va recevoir l'invité qui va débattre face à vous tout à l'heure, Anaïs Veuille-Guillis, qui défend la réindustrialisation de la France et dont le portrait est signé Marco Pommier. Face à vous, Pierre Moscovici, la sentinelle de la réindustrialisation. Ce soir, notre invité nous propose une réflexion sur la place de l'industrie dans nos sociétés. Il y a toujours l'idée, je pense, que l'industrie, surtout la technologie, c'est ce qui permet d'apporter des réponses à tous les problèmes. Docteur en géographie, chercheuse à l'université de Poitiers, spécialiste des questions industrielles. La part de l'industrie dans le produit intérieur brut français était de 17% en 2022. C'était plus de 26% il y a 40 ans. Mais depuis plusieurs années, l'attractivité française s'est redressée. Plus 130 000 emplois en 6 ans. Une bonne nouvelle, à nuancer, les plans sociaux se sont multipliés dans les usines en 2024. Alors que peut-on réindustrialiser dans notre pays? Quand on pense réindustrialisation, on doit avoir un peu cette idée d'écosystème. Comment je m'assure que je ramène bien toute la chaîne de valeur, parce que c'est ça qui fait la résilience d'un territoire face à des crises systémiques, géopolitiques, des problèmes d'approvisionnement, etc. Notre invité propose dans ce livre une révolution industrielle. Et si la France osait écrire un nouveau chapitre de son histoire, alliant progrès technique et environnement? Face à vous, Anaïs Veuille-Guillis.
Anaïs Voïgilis est avec nous sur ce plateau et nous rejoint. Je vous laisse saluer Pierre Moscovici, face à qui vous allez débattre tout à l'heure. Bonsoir, bienvenue, asseyez-vous, je vous en prie. Parce que vous pensez beaucoup à une idée, il faut relancer l'industrie en France, c'est comme ça qu'on va recréer des richesses, y compris environnementales, une industrie verte, vertueuse. Je vous laisse débattre avec Pierre Moscovici. Bonsoir à tous. C'est vrai que la question de la réindustrialisation et de l'industrie est revenue très fortement dans le débat public en France depuis 2020, mais aussi à l'échelle européenne avec la politique qui a été mise en place. Et on en a parlé très récemment, et je vais d'abord me concentrer sur l'échelon européen, avec les déclarations récentes d'Ursula von der Leyen, où on parle de deux choses, simplification et compétitivité. On a l'impression que c'est deux serpents de mer. La simplification, je pense qu'on a empilé un nombre de rapports incroyables sur ce sujet, et en particulier en France. La compétitivité, c'est à l'agenda de l'Union européenne depuis au moins les années 2000, puisque au Conseil de Lisbonne, en 2000, on parlait déjà de construire une économie de la connaissance et faire de l'Europe une des économies les plus compétitives du monde. Et une question qui moi, m'interpelle, c'est est-ce qu'on n'est pas toujours dans la recherche de mesures techniques? Est-ce qu'il ne manquerait pas à la France et à l'Union européenne, finalement, trois choses? Un manque de vision par rapport à la Chine et les États-Unis qui ont une vision très claire de ce qu'ils veulent construire. Les États-Unis avec Biden et l'Inflation Reduction Act, la Chine avec Made in China 2025, les nouvelles routes de la soie, etc. Un manque d'ambition et un manque de récit et d'imaginaire, parce que finalement, quand on regarde les États-Unis, je crois que tous les Américains se repèrent dans les figures qu'on a sur les billets, sur les dollars. Je pense que sur les dollars européens... Trois questions, on va répondre l'une après l'autre, mais on va peut-être les répéter. C'est une question, une seule question. Mais on ne va pas débattre face à face parce que, en réalité, je suis très convaincu de ce que vous dites. Il se trouve que j'ai été élu pendant 20 ans et je n'étais pas élu à Neuilly. J'ai été élu conseiller général de Sochaux, puis député d'Audincourt et enfin président de l'agglomération du Pays de Montbéliard. Et comme président de l'agglomération Pays de Montbéliard, j'avais naturellement lancé un projet d'agglomération qui était pour une industrie verte et bleue. Je n'opposais pas l'industrie et l'écologie. Et je sais à quel point la désindustrialisation est un désastre. C'est un désastre économique, mais c'est aussi un désastre social. Vous l'avez vécu à Peugeot, vous l'avez vécu. Et c'est un désastre politique. Oui, vous parlez de Peugeot. Quand je suis arrivé dans le Pays de Montbéliard, parce que je n'y suis pas né, puisque je suis, moi, le produit d'une immigration, je n'avais pas de racines françaises, je suis arrivé là-bas en 1992. À l'usine, à la Peuge, comme on disait là-bas, il y avait 15 000 personnes. Aujourd'hui, il y en a 5 000. L'usine faisait 200 hectares, elle en fait 100. Et donc, on manque de tout ça, en effet. Et je crois qu'il faut, en effet, aimer l'industrie, qu'il faut avoir une vision pour l'industrie. Alors, j'attends de voir ce que dira exactement Ursula von der Leyen sur les sujets compétitivité, mais vous avez lu comme moi, bien sûr, le rapport Draghi, qui souligne ce que sont nos faiblesses, c'est-à-dire faiblesses industrielles, faiblesses technologiques, faiblesses en matière d'écologie. Et d'imaginaire aussi, disait Anaïs Voïgilis, d'imaginaire, de repères, vous parliez des billets de banque, par exemple. J'aime l'industrie. Dans ces 20 ans, j'ai visité des centaines d'entreprises industrielles, des petites, des moyennes, des très grosses. Chaque fois que je vais dans une région, je le fais à nouveau. Et je ne crois pas du tout à l'avenir d'une économie sans industrie. Nous avons stabilisé les choses, nous avons limité l'hémorragie, mais nous n'avons pas repris le chemin en avant, et je pense que nous avons la nécessité de le faire et la possibilité de le faire. Mais alors, concrètement, comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, quand... C'est vous qui le dites, madame. Mais moi, je vous pose la question à vous en tant que politique. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'ensemble des grandes nations sont en train de vouloir renforcer leur base industrielle, en particulier en dehors d'Europe. Aujourd'hui, on parle de... Je reviens sur cette idée de simplification parce que finalement on en parle, on ne sait pas ce qu'on met derrière. On ne s'attaque pas à deux fondamentaux sur lesquels l'Union européenne a peut-être plus de force que les États membres, qui sont la politique de la concurrence et la politique commerciale, et on risque de se retrouver dans une situation de surcapacité de production mondiale. Est-ce que l'Europe peut réellement et décemment se réindustrialiser sans un moment changer de doctrine économique? Ça, c'est un sujet qui est un sujet de grand débat, notamment sur la politique de la concurrence. J'ai été commissaire européen pendant 5 ans. Il ne faut pas se nourrir d'illusions. Nous n'avons pas de partenaires qui sont disponibles pour changer les traités en matière de concurrence. Je me souviens, pendant le débat sur le traité constitutionnel européen en 2004-2005, le grand débat, c'était la concurrence libre et non faussée. Bon, il y a eu un nom, et finalement, on se retrouve avec la concurrence libre et non faussée, et on n'a pas trouvé les mesures qui auraient permis de l'équilibrer. Moi, je serais plutôt tenté, je suis assez séduit, je l'avoue, par le rapport Draghi. Et je pense que la question, c'est celle de l'innovation, c'est celle de notre montée en compétences, c'est celle de retrouver aussi des métiers, des hommes et des femmes qu'on forme pour l'industrie, et enfin, c'est celle
la grande question de l'investissement. Parce que nous n'avons pas la capacité d'investir à l'échelle nationale. On a vu à quel point, justement, nous étions réduits en matière d'investissement par notre dette. Et même si je vous entends bien, européenne, c'est limite par rapport à la Chine. Mais l'Europe a des capacités. L'Europe a des capacités limité par rapport à la Chine aux États-Unis. Non, elle a une capacité d'endettement quasi illimitée pour le coup, puisque le premier emprunt qu'elle ait fait, c'est l'emprunt Next Generation EU en 2020 pour la crise Covid, et elle a des capacités aussi d'investissement, mais la question c'est de décider collectivement de le faire. Il faut prendre conscience, en effet, du fait que nous vivons dans un monde de puissances, qui sont des puissances agressives, et des puissances agressives sur le plan militaire, sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan économique et industriel. Mais alors, c'est intéressant parce que l'innovation, c'est pareil. Je veux dire, ça a été un des noyaux durs de la politique française. On s'est détourné la politique industrielle en se disant que l'innovation allait être un remède à la désindustrialisation, en se focalisant sur tout ce qui était en amont des activités de production. Aujourd'hui, on voit qu'on a parfois l'impression que l'innovation, c'est l'intelligence artificielle, et on est face à des objectifs extrêmement contradictoires. À la fois, on parle de transition écologique, et il y a un lien à faire entre transition écologique et réindustrialisation, mais qui sont deux choses qui nécessitent des investissements majeurs. En même temps, on veut préserver le pouvoir d'achat, limiter l'endettement, et on peut se demander légitimement, finalement, est-ce que la France ne doit pas faire des choix, l'Europe faire des choix, et qui doit faire ces choix, et comment est-ce qu'on assure le financement, parce que on a mis beaucoup d'argent sur la table pour attirer des activités. On se rend compte que même les gigafactories aujourd'hui sont en train d'être pénalisées à la fois par le prix de l'énergie qui est structurellement plus haut en Europe et par la concurrence non européenne qui mène littéralement une guerre des prix tout en soutenant son industrie à coup d'aide quand on regarde la Chine. En matière d'innovation, il y a ce que vous dites, c'est l'orientation, mais il y a aussi le fond. C'est-à-dire que malgré tout, en termes d'innovation et de recherche, la France a décroché, y compris par rapport à ses partenaires européens. Nous dépensons moins que tous les autres. Donc il y a quand même un effort de remise à niveau. Et encore une fois, mon slogan de tout à l'heure, c'est se désendetter pour investir. C'est pas se désendetter pour se désendetter. C'est pas faire de l'austérité. Ça, je n'y crois pas du tout. Ensuite, la principale échelle, elle est quand même européenne, parce que nous avons des capacités à cette échelle-là. Et puis surtout parce que, à l'échelle mondiale, c'est l'Europe qui sera visible. Moi, je suis européen aujourd'hui par réalisme, parce que je sais que si nous sommes divisés, nous sommes 27 nations impuissantes, livrées à la prédation des autres, alors que si nous sommes ensemble, nous sommes une puissance dans le monde. Merci. C'est ça qu'il faut penser. Merci Anaïs Voïguelis d'être venue échanger quelques minutes avec Pierre Moscovici. Une dernière question qui est dans l'actualité. On attend la nomination d'un président d'une autre institution que la vôtre, le Conseil constitutionnel. Julie-Marie Lecomte, il y a vraiment 30 secondes. Oui, vous avez été nommé par Emmanuel Macron en 2020. Tu n'es pas spécialement... ami avec le président. Quelles sont les qualités d'un bon président du Conseil constitutionnel selon vous? Il faut être très attaché à l'état de droit, qui peut être menacé dans les années qui viennent par les assauts de la démocratie libérale. Il faut être une capacité de législateur, il faut savoir animer un collectif et puis s'intéresser tout de même au droit. Être un ami d'Emmanuel Macron, c'est un atout ou un handicap? En général, le président du Conseil constitutionsel n'est pas un ennemi du président de la République. Donc un handicap? Non. Donc en général, ce n'est pas un ennemi du président. Vous savez qu'il y a un nom qui circule, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Oui, un bon président du Conseil constitutionnel. Ça, premièrement, c'est au président de la République de désigner son candidat, puis c'est ensuite aux commissions. Non, mais c'est un beau parcours, ancien président de l'Assemblée nationale, c'est cohérent avec le Conseil constitutionnel. Il y a eu d'autres anciens présidents de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré et Laurent Fabius, qui ont été avant Richard Ferrand. Donc ce serait cohérent? Ne me faites pas... J'aime bien Richard Ferrand, mais encore une fois, là, on ne joue pas comme ça, avec ça. S'il est désigné, le président l'aura choisi, il a beaucoup de qualités, à lui de les montrer aux commissions parlementaires pour obtenir la confiance, et puis ensuite, surtout, d'être un bon, voire un grand président du Conseil constitutionnel. Et vous savez, le Conseil constitutionnel des années qui viennent, ça va être extraordinairement important et sensible. Eh bien, on termine là-dessus. Merci Pierre Moscovici d'avoir été avec nous ce soir dans Lundi, c'est politique sur LCP. Bonne soirée sur la chaîne parlementaire, à lundi prochain.